Alors, bien le bonjour. Donc, c'est une présentation sur la variation des intentions de fécondité au Canada de 1990 à 2022. C'est un travail que je fais avec Julie Loin, qui est étudiante de doctorat en sociologie à l'UQAM. Bon, pourquoi s'intéresser aux intentions de fécondité? Une des raisons, c'est la baisse assez marquée de la fécondité dans plusieurs pays, dans la plupart des pays développés depuis la crise financière de 2008. Alors, ce que vous avez à l'écran, même si la définition de l'image n'est pas très bonne, donne quand même une idée de ce qui s'est passé. Dans un certain nombre de pays qui sont connus pour avoir une politique familiale de type social-démocrate. Sauf que la France, là, qui a sa politique familiale. Politique familiale qui est censée être adaptée à la réalisation du désir d'enfant chez les couples modernes, les deux parents travaillent. Et on voit que à partir de 2008, dans ces pays où la plupart avaient un indice de fécondité qui était autour de 2 ou quand même pas beaucoup plus bas que 2, ça se met à tomber. Il y a des pays où ça se maintient un peu mieux. La France, par exemple. Le Québec, c'était pas la France se maintient. Le Québec était plus bas déjà. Ça s'est mis à baisser. Et il y a des pays où ça a baissé de manière assez dramatique. L'Islande et la Finlande, par exemple. Et c'est pas parce que dans ces pays-là, on a réagi à la crise financière de 2008 en réduisant les dépenses d'aide aux familles. Au contraire, ça avait été maintenu et ça ne s'explique absolument pas par un changement de l'intervention de l'État dans le soutien aux familles. Et donc, depuis, là, ça fait quand même un moment, dans 2008, il y a un intérêt qui s'est renouvelé pour l'étude des intentions de fécondité, même si finalement, il ne s'est pas fait tant de choses que ça. Ce qui est sorti ce matin, et qui n'est pas la raison pour laquelle maintenant la présentation sera en 2022, je reviendrai là-dessus un peu plus tard, c'est ce petit tableau de Statistique Canada qui est extrêmement difficile à lire sur l'écran, mais où la chose importante, c'est 1,33 qui est l'indice synthétique de fécondité de 2022 au Canada. Ça a continué à baisser au cours des dernières années. La figure que je vous ai présentée avant, qui présentait le Québec jusqu'en 2019, ne présentait pas le Canada comme tel, mais ça baisse aussi au Canada et ce n'est pas en train de remonter. Donc, la fécondité, ça baisse dans les pays développés, même dans les pays où la politique familiale avait eu pendant longtemps la capacité de soutenir la fécondité dans les familles que j'appelle le type moderne, mais ce n'est pas le mot parfait, mais on va se comprendre. Les deux parents travaillent, on ne s'attend pas à ce que les femmes abandonnent leur carrière parce qu'elles ont des enfants, au contraire. Alors, même dans les pays qui ont développé des politiques qui réussissaient à obtenir ça, ça s'est mis à... Faudrait parler plus fort, selon moi. J'étais déjà pas mal au maximum de mon volume. Donne des problèmes dans la vie, là. On va espérer que les cordes vocales tiennent une demi-heure. Je suis désolé, c'est un problème connu, disons, et difficile à réparer. Donc, ça baisse. L'hypothèse qui est à la mode, disons que l'hypothèse la plus sérieuse, je pourrais parler d'une hypothèse rigolote après, l'hypothèse la plus sérieuse qui est lancée depuis 2008 pour essayer d'expliquer cette baisse de la fécondité, se regrouper sous le nom de l'incertitude. L'idée est la suivante, et on va revenir tout à l'heure parce que je vais m'en servir pour certaines de mes interprétations. Traditionnellement, la fécondité, sauf aux États-Unis, qui a toujours été un cas à part, la fécondité, ça suivait un peu le cycle économique. Donc, quand le chômage était faible, l'augmentation du PIB, le PIB augmentait, les gens sentaient que c'était le temps d'avoir l'enfant supplémentaire. Et quand ils étaient à risque de perdre un emploi, par exemple, parce qu'on est en récession, l'enfant est retardé. Alors, évidemment, on parle de régime de fécondité contrôlé, on parle de partir des années 60, 70. Ces mécanismes-là sont apparus à ce moment-là, par exemple.
à partir de 2008, ce mécanisme-là qui datait du début de la fécondité contrôlée, dans les années 60, début des années 70, manifestement casse. Parce qu'il y a eu une reprise après 2008, même si elle était lente, et la fécondité est repartie à la hausse. Et donc, ce lien entre qui semblait être bien établi entre le cycle économique et puis la fécondité, ça ne fonctionne plus. Et cette hypothèse de l'incertitude, c'est qu'à partir de 2008, les gens se seraient mis à penser le fait d'avoir des enfants, non plus à partir de la condition économique à court terme, parce que nos affaires sont bonnes et elles risquent d'être bonnes encore au cours des prochains mois de la prochaine année, mais plutôt sur le long terme. Et là, ce serait mis à prévaloir la vision glauque. Les jeunes générations en âge d'avoir des enfants ont le sentiment qu'ils n'arriveront jamais à avoir des conditions économiques qui permettent d'avoir une famille dans des conditions dans les conditions qui présument nécessaires. C'est extrêmement difficile à prouver comme hypothèse. Et il se fait de la recherche là-dessus pour essayer de trouver des bonnes manières d'aller dans le montrer. Les résultats ne sont pas encore vraiment concluants. Les intentions là-dedans, le rôle est évident. Si la baisse des intentions, parce qu'il y a probablement la baisse des intentions, on peut voir la chose de deux manières. Ou bien l'incertitude affecte les intentions elles-mêmes, ou bien la réalisation des intentions. Alors, affecter les intentions, ça veut dire qu'on en est au point où ça paraît tellement évident que l'avenir économique va être glauque on n'a même plus le désir d'avoir des enfants. Tandis que si c'est la réalisation des intentions qui est affectée par cette incertitude, là, il y a une possibilité d'intervention sur les conditions de la réalisation, et là, on va revenir un peu plus tard. Peut-être que les politiques peuvent jouer, même si depuis quelques années, on a l'impression qu'elles ne jouent pas. Peut-être qu'elles n'ont plus l'effet qu'elles avaient. Peut-être qu'elles pourraient potentiellement avoir un effet. Donc, l'enjeu sur la chronologie, parce que ça revient à une question de chronologie, on y reviendra, la chronologie de la baisse des intentions par rapport à la baisse de la fécondité est un peu autour de ça. La capacité que peut-être les politiques puissent encore fonctionner. Bon, il y a une partie des nouvelles recherches qui se font avec toutes sortes de méthodes en guillemets nouvelles. Il y en a une qui repose sur les scénarios, par exemple. J'en parle tout simplement parce que c'est l'opposé, si on veut, le conceptuel de ce que je vais vous présenter. On a des entrevues avec des personnes et on leur demande de penser, des personnes qui sont évidemment à l'âge d'avoir des enfants, et on leur présente un certain nombre de scénarios différents, économiques ou autres, et on leur demande comment ils réagiraient. Est-ce qu'ils seraient plus enclins à avoir des enfants dans telle condition plutôt que dans telle autre? On va essayer de voir de quelle manière les gens forment leurs idées sur le fait d'avoir des enfants. Donc, c'est très qualitatif et c'est très centré véritablement sur la perception que les gens ont des conditions économiques, de leurs conditions économiques et de ce que va être le futur proche à moyen terme. Je fais pas ça du tout. Je vais plutôt utiliser ici l'approche en guillemets classique, vous allez voir pourquoi en guillemets, c'est-à-dire qu'on étudie la variation des intentions sur une longue période à partir d'enquêtes qui ont été réalisées sur une longue période. Et donc là, c'est complètement quantitatif, c'est comparatif, mais on n'a pas un accès direct à ce que les gens se racontent. Pas du tout. On a des choses beaucoup plus dry que ça. OK. L'avantage de cette méthode-là, c'est que on n'est pas dans une situation où on pourrait être capable de construire une évolution dans le temps. Il faudrait avoir accès à des entrevues qui auraient été faites il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, avec les préoccupations qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est pas vraiment faisable. Quand on utilise de l'information qui est accumulée au cours du temps, on n'a pas cette question-là. Bien évidemment, l'inconvénient, c'est qu'on est lié à la conception des intentions et de leurs mesures qui ont été utilisées dans les anciennes enquêtes. Bon. C'est un inconvénient, mais bon, on est capable de lire avec.
Au Canada, on a 6 enquêtes sociales générales sur le féminin qui ont été réalisées en 1990 et 2017, qui ont posé à peu près les mêmes questions, à peu près de la même manière. À peu près. Et il y a l'enquête sociale canadienne de 2022 qui a posé des questions sur la fécondité qui sont censées être parfaitement identiques à celles des enquêtes sociales générales, sont suffisamment comparables pour que je les ai ajoutées à l'étude. C'est ça qui nous permet d'aller jusqu'en 2022. Et je pense que les deux personnes de Statistique Canada, France Pascal et Claudine, qui nous ont mis sur la piste de ces enquêtes-là, sont dans l'audience. Claudine est assurément là. Bon, alors, je vous remercie. Là, France Pascal. Ça m'a vraiment permis là, de me rendre un peu plus proche du présent. Une chose importante, la mesure des intentions de fécondité dans ces enquêtes-là, c'est basé sur le nombre d'enfants souhaités et non pas sur la taille idéale de la famille. C'est deux choses complètement différentes. On ne pose pas cette question-là dans les ONG. Combien vous pensez, quelle est la taille idéale d'une famille? Combien vous pensez qu'il faudra avoir d'enfants dans une famille pour être heureux? Ça n'a pas été fait récemment au Canada. J'ai vu des chiffres là-dessus. En Afrique subsaharienne, il y a de reconfirmer. C'est assez étonnant. 10-12, c'est parfait. On n'est pas là-dedans ici, là, mais là, pas du tout. Bon, il y a eu des bugs, évidemment, au cours du temps dans les enquêtes de Statistique Canada. C'est des gros machins. C'est pas possible de toujours être parfait. Entre autres, en 2011, les questions ont été posées à cause d'un filtre, une fraction absolument infime des hommes. Et donc, l'enquête de 2011, pour parler des hommes, c'est pas vraiment utilisable. Ça tombe bien, moi, je vous parle seulement des femmes. OK. Descriptif, parce que là, que je vois que le temps file quand même. La descendance finale souhaitée des femmes, donc échantillon des femmes des différentes enquêtes sociales générales, parce que là, ici, pour des raisons techniques. Les raisons liées à la gestion de la confidentialité à Statistique Canada et le temps que ça prend pour sortir certains tableaux patati patata, le 2022 n'est pas là. Ce qu'on voit, c'est la proportion des femmes, l'ensemble des femmes à chacune des enquêtes, 90, 95, et ainsi de suite, qui a répondu ne vouloir aucun enfant, 0, un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Toutes les femmes sont mélangées. Ça va? Et il y a une contrainte, évidemment, dans ce type de mesure, c'est qu'une femme qui a déjà 2 enfants ne peut pas dire qu'elle n'en aurait voulu aucun. OK? Il faut savoir de quoi on parle. Alors, les choses importantes, la classe modale, là, ce qui sort tout le temps comme étant plus élevé, c'est 2. Ça, on n'en sort pas. Mais ce qui, déjà, avant toute autre analyse, peut attirer l'attention, c'est que la proportion, si on accepte 90 sur lequel je vais revenir, la proportion des femmes qui n'en veulent aucun a tendance à augmenter au fil du temps et la proportion de celles qui disent en vouloir 3 a diminué. 90 est un cas particulier, je l'ai mentionné peut-être tout à l'heure, c'est une année de récession et ici, comme dans d'autres résultats, on va voir qu'il y avait un effet à court terme. À court terme, parce qu'après, ça remonte. Donc, en 90, on avait encore ce mécanisme-là. Les intentions, et pas uniquement la fécondité, étaient influencées par l'environnement économique. Donc, premier résultat, la norme de 2 se maintient, mais la proportion des femmes qui disent, dans le fond, j'en veux pas, et augmente, et celles qui disent, peut-être que j'irai jusqu'à 3, plutôt tendance à diminuer. Ce qui donne donc plutôt l'impression d'une baisse des intentions. Si on regarde les moyennes, encore ici, pour des raisons liées à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on n'a pas 2022, on voit que chez les femmes qui ont encore, ici ce qu'on a, c'est le nombre d'enfants au moment de l'enquête, et ici ce qu'on a, c'est le nombre moyen souhaité par ces femmes. On voit que chez les femmes qui n'ont aucun enfant, ça s'est maintenu pendant un long moment, mais en 2017, ça baissait. Chez les femmes qui ont un enfant, ça fluctue, mais ce n'est pas à la hausse. Chez les femmes qui ont 2 enfants, ça semble résister. Donc, il y a des variations, peut-être pas chez les femmes qui ont 2 enfants, mais chez les autres, c'est plutôt à la baisse.
on tombe un peu dans l'analyse ici, mais ça reste encore descriptif. Je vais dire très rapidement ce que c'est pour les gens qui connaissent cette technique, et puis je vais laisser tomber. Ce n'est pas dans le détail. C'est la descendance finale souhaitée prédite en fonction de l'âge chez les femmes qui n'ont jamais eu d'enfants, prédit au moyen de discipline publique. Bon. On oublie la technique, on regarde les courbes. En gros, ce qu'on a, c'est enquête par enquête. Donc, chaque courbe correspond à une enquête. On voit le lien entre le nombre prédit d'enfants qui est souhaité chez les femmes qui n'ont jamais eu d'enfants et l'âge. C'est un petit peu étrange de le présenter comme ça parce que c'est l'année de naissance qui est dans l'axe des X ici. Mais en fait, à chaque fois, ça varie en fonction de l'âge de 15 à 49 ans. Ça permet de ne pas avoir les courbes empilées une par-dessus l'autre comme dans les diapositives suivantes et ça permet de voir comment ça varie au fil du temps, si on veut. Quand on empile les courbes, c'est moins lisible et c'est difficile d'en sortir quelque chose, sauf une chose, qui est la portion ici. C'est la première enquête, 2017, où on voit que chez les femmes relativement jeunes, qui n'ont pas encore eu d'enfants, la courbe est clairement plus basse que dans les périodes, dans les enquêtes précédentes, et elle n'atteint pas 2 à son maximum. Donc ça, c'est déjà un premier indice que, rendu en 2017, 2022, je vais l'avoir dans quelques semaines, malheureusement, je ne peux plus l'avoir aujourd'hui, on a l'indice que c'est peut-être vraiment en train de baisser, mais surtout celles qui sont plus jeunes. OK. Là, je vais passer aux analyses, parce que là, c'est encore assez descriptif. On a commencé à faire des analyses chez les hommes et chez les femmes avec 2 mesures. Le nombre d'enfants, la descendance finale souhaitée, parce que c'est ça dont je parle depuis le début, puis aussi le désir d'avoir un enfant de plus que celui qu'on a à l'heure actuelle. Bon, on a fait des analyses, mais simplement qu'on s'est aperçu qu'il n'y a pas moyen de présenter tout ça dans une seule présentation. Donc, on se concentre sur les femmes et uniquement sur la descendance finale souhaitée et non pas le désir d'avoir un enfant de plus que celui qu'on a à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de liens entre les deux. Je me suis aperçu à un moment donné qu'en fait, c'était redondant et que je pouvais couvrir le terrain simplement avec la descendance finale souhaitée en fonction du nombre d'enfants qu'on a déjà eu. Une bonne partie de ce que je vais vous présenter, j'appelle ça pseudo-biographique, parce que je n'ai pas réussi à trouver une meilleure manière de nommer ça. C'est pas biographique, parce que c'est pas des données rétrospectives, et que ce qu'on regarde, c'est l'effet de l'âge et de certains événements de la vie, avoir vu, oui, le nombre d'enfants qu'on a déjà eu, mais à chaque moment, à chaque enquête. Donc, on ne suit pas des femmes au long de leur vie, comme on le ferait dans une enquête rétrospective, pour étudier la naissance de l'enfant suivant. Ce qu'on fait, c'est plutôt, pour les gens qui sont démographes, une approche qui ressemble beaucoup à celle de l'indice effectif de fécondité et de biographie un peu fictive, mais sur les impressions de fécondité. Mais vous allez voir, ça permet de faire apparaître un certain nombre de choses qu'on ne voit pas habituellement dans les études sur les équations de fécondité. Techniquement, ce qu'on va regarder, c'est la probabilité de souhaiter un nombre donné d'enfants selon l'âge et selon le nombre des enfants déjà mis au monde. Et c'est ça qui donne cet aspect pseudo-biographique. On a l'âge et puis on a les naissances précédentes au moyen de la réalisation logistique multinomiale. Bon. Je ne rentre pas dans les détails techniques. Si vous savez ce que c'est parfait. Si vous ne savez pas ce que c'est, on va se concentrer sur les résultats. Bon, dernière chose, avant de regarder ce que donne la fameuse expression logistique, c'est ceci. En fait, je vais être obligé de vendre un punch de conclusion avant de commencer, parce qu'autrement, les choses vont être un peu difficiles à comprendre. Ici, vous avez, de 90 à 2022, la répartition en proportion des femmes selon le nombre d'enfants qu'elles avaient au moment de l'enquête. OK? Prenons 90 et prenons 2022, regardez les chiffres entre les deux. En gros, la proportion des femmes qui n'ont pas d'enfants en France.
La proportion des femmes qui ont un enfant augmente légèrement. La proportion des femmes qui ont deux enfants diminue. La proportion des femmes qui ont moins de trois enfants diminue aussi. Donc, dans la population, au moment où on pose la question, la proportion des femmes qui n'ont pas d'enfants augmente. Ça va devenir un effet de structure pour expliquer la variation des intentions. Si maintenant on regarde ce que veulent le nombre d'enfants que veulent les gens, les femmes, chaque enquête, on voit que la proportion des femmes qui répondent ne vouloir aucun enfant augmente, un seul enfant augmente, deux enfants diminuent et au moins trois enfants diminuent aussi. La grande dynamique, bon, je n'ai pas présenté un tableau dans lequel je passe tout ça, là, parce que c'est vrai, mais la grande dynamique de la variation des intentions de fécondité dans l'ensemble de la population féminine, de 90 à 2022, en fait, les deux choses les plus importantes, avant même d'aller plus loin dans les analyses, c'est que la proportion des femmes qui n'ont pas d'enfants augmente et pardon, que les intentions elles-mêmes, dans l'ensemble de la population, en fait, diminuent. La proportion des femmes qui veulent aucun enfant augmente, la proportion des femmes qui veulent au moins trois enfants diminue. Donc, dès le départ, là, on a ça. Maintenant, on change, on tombe dans les résultats d'analyse de régression logistique multinomiale. Qu'est-ce que ça permet de faire, la régression logistique multinomiale? Ça permet de faire ce que vous avez sous les yeux. Donc, on a un peu, si vous voulez, comme dans ces figures-là, une variation en fonction de l'âge, de l'intention de fécondité, mais ce n'est pas présenté du tout de la même façon parce qu'au lieu d'être, si vous voulez, le nombre moyen d'enfants souhaités à chaque âge, ce qu'on a, c'est la probabilité de souhaiter un nombre donné en fonction de l'âge. Ici, chez les femmes qui n'ont jamais eu d'enfant, puis dans les autres tableaux, pour les femmes qui ont eu un enfant et deux. C'est un petit peu difficile à lire, j'en conviens, mais ce que ça permet de voir, c'est que on a. Je vais vous présenter simplement quelques résultats, parce que lire tout ça dans le détail, c'est un peu long. Okay. Prenons le premier ici en 1990, la ligne jaune. Ce que ça représente, c'est en fonction de l'âge, chez les femmes qui n'ont jamais eu d'enfants, l'intention d'avoir deux enfants. Ce qu'on voit, c'est qu'elle est à peu près à. Il y a 40% des femmes qui n'ont pas eu d'enfants qui en veulent deux, entre 15 et 30 ans. Et ensuite, cette probabilité diminue. C'est évident qu'elle va diminuer. Quand on arrive à 40 ans, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont dire j'en veux deux. Ça n'a pas déjà commencé. L'enjeu, c'est le rythme auquel ça se fait et le point de départ. Bon. Ce qu'on voit, c'est que ça se maintient à peu près la même forme pendant plusieurs années, plusieurs enquêtes. Qu'à partir de 2011, ben là, on a une dynamique un peu différente. Ça vient avec l'âge, le fait de vouloir des enfants. Ça ne commence pas à son plus élevé à peu près à 15 ans. Puis, rendu en 2022, ben, en fait, toute la courbe s'effondre. Il y a donc une transformation de la relation entre l'âge et l'intention. Je me concentre ici sur les deux enfants chez les femmes qui n'ont pas eu d'enfants, mais on a des résultats qui s'interprètent de la même façon, peu importe la courbe qu'on regarde, au fil du temps. On peut regarder l'autre courbe qui je n'avais aucun enfant, c'est autour de 20% chez les femmes très jeunes, en 1990. Et évidemment, ça augmente avec l'âge, parce que si on est rendu à 40 ans, le plus probable, c'est qu'on n'a pas encore d'enfant. Le plus probable, c'est qu'on n'en veut pas. Donc ça, c'est tout à fait ordinaire. Ce qu'on voit rendu en 2022, c'est que ça commence beaucoup plus haut. On a pas loin de la moitié des femmes qui, à 15 ans, disent j'en veux pas. Et c'est avec le temps qu'il y a, si vous voulez, une espèce de transfert du je n'en veux pas à j'en veux deux. Ici. C'est un point de départ assez élevé, ça. Ici, on peut avoir l'impression que la norme, c'est qu'on va en avoir.
quand on est rendu à la moitié des femmes à 15 ans qui n'ont pas l'air à en vouloir, on est véritablement dans un autre monde. On a la même chose, l'équivalent pour les femmes qui ont eu un enfant. Il y a beaucoup de résultats là-dedans, on ne va pas tous les regarder, mais ce qu'on peut regarder, c'est le désir d'avoir deux enfants, donc un enfant de plus chez les femmes qui en ont déjà un. Ça ne varie pas tant que ça dans les premières enquêtes, sinon qu'on voit apparaître une espèce de courbe centrée autour de la fin de la vingtaine, que cette courbe se déforme progressivement jusqu'en 2022, où ce qu'on voit, ce n'est plus une augmentation à partir d'un certain âge, mais une baisse. Donc, la formation des intentions varie en fonction de l'âge, varie évidemment en fonction du nombre d'enfants qu'on a déjà eu. Et si on regarde 2022, qui est extrêmement intéressant, la courbe elle commence après 22-23 ans, ce qui est en fait tout simplement une conséquence du fait que dans l'échantillon, il n'y a pas vraiment de femmes de 22 ans qui ont déjà eu au moins un enfant. Alors que si on monte dans les années 90, il y avait déjà des femmes qui avaient eu au moins un enfant dès la fin de l'adolescence. C'est toute une série de transformations. Là, je suis en train de parler de l'âge à la première maternité, qui ont un effet sur les intentions et la relation entre les intentions et les événements biographiques des naissances précédentes et puis l'âge. Donc, je présume que vous me suivez. Dans le fond, j'en sais rien. Je regarde simplement les gens dans la salle. Je pense que oui, mais je ne suis pas absolument certain. Okay. De toute façon, vous pourrez répondre aux questions. Si on regarde les femmes qui ont déjà eu deux enfants, c'est plus simple parce qu'en fait, il y a une seule information. Les deux informations sont en départ. Les deux proportions se complètent à chaque fois. Ce qui est intéressant, c'est de voir que en 1990, cette année de récession, il y avait pas mal de femmes qui avaient déjà eu deux enfants et qui n'en voulaient pas de troisième, que dans les années suivantes, il y en avait un peu plus qui en voulaient. Mais quand on arrive en 2022, là, c'est encore pire qu'en 1990. C'est un autre indice, si on veut, de plus précis, là, parce que c'est lié à l'âge, on le voit plus clairement, de la baisse des intentions. Okay. La fécondité, on le sait, c'est lié au niveau de l'éducation. Là, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que les intentions aussi. Là, je n'ai que trois enquêtes, tout simplement pour essayer d'avoir un tableau, des images un peu plus simples. Ce qu'on va comparer, c'est les femmes qui ont complété le secondaire. Je l'ai comparé aux femmes qui ont un diplôme universitaire. Et en fait, le plus intéressant, c'est ça. Les femmes qui n'ont jamais eu d'enfants et qui ont un diplôme secondaire, et les femmes qui ont un diplôme universitaire et qui n'ont jamais eu d'enfants. Là, vous voyez un peu l'évolution dans le temps. Il y a des différences. Vouloir un enfant, on voit se construire cette courbe qui serait dont l'amplitude se rétrécit, qui se concentre vers à peu près l'âge de 30 ans. Ça nous rappelle un peu ce qui se passe avec la fécondité. On est dans les intentions, mais ça nous rappelle un peu ce qui se passe avec la fécondité. On voit que le désir d'avoir deux enfants, il culmine au milieu de la vingtaine, même avant le milieu de la vingtaine, et ensuite il descend, et puis que trois enfants, on abandonne assez rapidement. On a encore ici ce 20% qui n'en veut pas du tout, alors que dans les périodes précédentes, dans les cycles précédents de l'enquête, le point de départ était plus faible. Chez les femmes qui ont un diplôme universitaire, c'est un peu différent. Le désir d'avoir deux enfants semble se maintenir.
dans sa relation avec l'âge. 2006, c'est un peu bizarre. Là. Euh, Vouloir trois enfants, ça baisse toujours rapidement. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce déplacement de l'intention d'avoir un enfant. 2006, c'est plutôt bas, si on compare à 95 et 2017. Mais on voit que de 95 à 2017, ça se décale vers la droite. Et donc, il y a un report de l'intention, à peu près comme il y a un report de la réalisation. Donc, on voit derrière, on voit là-dedans là, des traces du mécanisme qui relie l'intention à sa réalisation. Ici, chez les femmes qui ont un diplôme universitaire, où on voit le report de la naissance du premier enfant. Bon, c'est évidemment pas identique, les intentions et la réalisation, mais c'est quand même pas étonnant de voir qu'il existe ce genre de calendrier biographique des intentions. Une petite note sur 2006. 90 se distinguait parce que il y avait une récession et c'est pas difficile de comprendre pourquoi les intentions sont plus faibles en 90 que dans les années la plupart des années qui ont suivi. 2006, c'est un cas un peu bizarre. Tout ce que je regarde, c'est toujours un peu c'est ça. Vous voyez ici, c'est pas très joli. C'est toujours un peu compliqué 2006. Je n'ai pas d'explication absolument définitive. Donc en 2006, il y a le RQAP qui apparaît au Québec. Et pas longtemps avant, il y a eu une modification, l'assurance chômage, qui rend le programme fédéral un peu plus généreux que ce qui avait été dans les années précédentes. Ça n'accorde pas le Québec, là, mais il y a un progrès. Et j'ai l'impression que une des raisons pour lesquelles les intentions de 2006 sont un peu difficiles à faire apparaître clairement, c'est peut-être là, ces changements-là dans l'assurance emploi au fédéral et l'apparition du QAP au Québec qui a peut-être pu avoir un effet. Les gens se sont peut-être mis à réfléchir différemment et de manière moins certaine à l'intention d'avoir un enfant. Mais là, c'est complètement spéculatif. Pas du tout certain. Mais je suis très embêté par les résultats de 2006 parce qu'ils cadrent mal avec tout le reste. Maintenant, si on regarde les femmes qui ont deux enfants et qui ont un diplôme d'études secondaires, finalement, ça varie relativement peu de 95 à 2017. Chez les universitaires, on a encore ce truc-là où en 95, on voyait que l'idée d'avoir au moins trois enfants, ça commençait peut-être à 40%. En 2006, est-ce que c'est le RQAP, l'assurance chômage? J'en sais rien, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe là. Et en 2017, là, c'est très clair que l'idée d'avoir le troisième enfant est moins populaire que l'était, disons, en 95. Et donc, il y a une variation de calendrier selon le niveau de scolarité, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, il faut véritablement tenir compte. Là, les intentions ne se forment pas au même âge, n'ont pas la même relation avec l'âge chez les femmes qui ont une scolarité moyenne et chez les femmes qui ont une scolarité comme la fécondité. Oui. Bon, ici, on a des probabilités prédites. Okay? En fait, si je reviens ici, on va être plus proche de ce que je vous présente. On a des probabilités prédites, on a une régression logistique et on a une prédiction de ce qui est la probabilité de vouloir un certain nombre d'enfants à chaque âge. Pour les femmes qui n'ont jamais eu d'enfant ou un enfant, on a eu deux. Probabilité, là, je pense que ça. Bon. Là, on va faire un saut quantique. On a ici des courbes. Si on calcule la somme de la surface sous chaque courbe, soit d'avoir aucun enfant, un enfant, deux enfants, au moins trois enfants, sur les âges compris entre 15 et 49, on est capable de résumer chacune des figures
en quatre nombres, qui sont la proportion de la vie reproductive vécue en souhaitant aucun enfant, un enfant, deux enfants ou trois enfants. Donc, c'est une manière d'essayer de synthétiser l'information là, qui est obtenue à partir de chacun des modèles statistiques. Ou A10 sans difficulté, sans que ça va être. Je te l'ai dit, prof, on appuie sur le bouton, ça part 3 heures. Ça parle peut-être pas toujours fort, mais ça parle longtemps. OK. Donc, quand on fait ces calculs-là, on obtient à chaque fois 4 chiffres pour les femmes qui n'ont eu aucun enfant, puis un chiffre de moins pour les autres. Et on a la part de la vie reproductive vécue en souhaitant aucun enfant, un enfant, deux enfants, trois enfants. Bon. Cette figure-là, c'est extrêmement rare. Mais si on représente ça d'une autre manière, qui est celle-ci, là, c'est un petit peu plus parlant. C'est-à-dire qu'on regarde les femmes sans enfants, avec un enfant, avec deux enfants, et on compare la part de la vie reproductive vécue en souhaitant aucun enfant, un enfant, deux enfants, trois enfants chez les femmes sans enfants, puis ben, un moins, évidemment, à chaque fois, chez celles qui en ont un ou deux, en comparant les cycles. Les cycles, c'est les enquêtes, c'est les années de vie. Bon, je vous dis tout de suite, là, il y a un bug dans mon calcul. Il va falloir que je retourne au CIX, faire mes calculs, leur demander une sortie de quelque chose qui ressemble à quelque chose que j'ai été sorti, puis ça, ben ça, puis monter l'oratoire à genoux, c'est à peu près pareil. Parce que c'est censé être un partout, puis là, ben, vous voyez, c'est en dessous d'un dans la plupart des cas, puis j'en ai un qui dépasse en début de 22. Demandez-moi pas pourquoi. Je n'ai pas encore trouvé ça. Mais on peut quand même voir, surtout quand c'est vraiment comparable, comme ici, et c'est peut-être là que c'est le plus intéressant, en fait, la diminution de la part de la vie reproductive vécue en souhaitant au moins trois enfants chez les femmes qui n'ont pas d'enfants. Ça corrobore des résultats descriptifs qu'on a, mais là, c'est intéressant de voir qu'ils sont corroborés autant d'une analyse quand même assez fine. Et on voit que si on accepte 90, qui est toujours notre cas particulier, la part de la vie reproductive passée à souhaiter n'avoir aucun enfant augmente de 95 à 2022. Et en fait, sur cet aspect-là, 2022 ressemble pas mal à 90. Et je reviendrai là-dessus dans la suite. On a des résultats analogues pour les femmes qui ont un enfant. Mais c'est moins, par exemple, là, souhaiter avoir deux enfants de plus chez les femmes qui ont un enfant, ben, c'est clair que même en admettant qu'il y a un petit bug de calcul ici, cette part-là de la vie, passer à souhaiter avoir trois enfants, elle diminue. Et c'est à peu près ça que racontent, pas de manière parfaite, à peu près tous les bâtons qui sont. Donc, c'est une autre manière d'essayer d'exploiter les résultats et on arrive à peu près toujours aux mêmes conclusions. Les intentions, elles baissent. Je remets ici ce que j'avais mis en introduction tout à l'heure. Donc, il n'y a pas plus d'informations qu'il y en avait, mais c'est une manière de dire, le beau de tordre les informations, les données, et de les torturer de manière intelligente. On apprend beaucoup de choses en les torturant parce qu'on fait apparaître ce calendrier des intentions de fécondité, puis le lien entre les événements biographiques, les naissances et puis les intentions elles-mêmes. Mais on arrive quand même au même constat. Là. Ça baisse. Et il y a. C'est ça. Ça baisse. OK. Oui. Bon, je vais passer extrêmement vite là-dessus. Régression, les coefficients de l'inégalité logistique dans lesquels, en plus de l'âge, on met un paquet de variables indépendantes. Je vais à peine les mentionner les résultats dans le résumé. Et on n'a pas 2022 là-dedans parce qu'il y a des variables importantes comme l'importance accordée à la religion et puis le pays d'origine qu'on n'a pas en 2022. Bon, on résume. Là, là-dedans, mes affaires sont plus ou moins cohérentes. C'est-à-dire que je vous présente quasiment en conclusion que la descendance finale souhaitée, la valeur dépend
nombre d'enfants DGB moraux au moment de l'enquête. C'est un des postulats, mais en fait, je pense que vous avez réussi à vous montrer que c'est important dans le cas. La part des femmes qui n'ont pas d'enfants a augmenté, c'est la plus élevée en 2002. La part des femmes qui ont moins de 3 enfants a diminué. Ça, ce n'est pas les intentions de fécondité, c'est la fécondité, une mesure de la fécondité. Mais comme je vous l'ai expliqué déjà au moins 2 ou 3 fois, mais si on l'explique pas au moins 3 fois, c'est comme dans un cours, c'est comme si on l'avait jamais dit. C'est une des choses qui explique le plus la baisse de la fécondité, le fait qu'il y a de plus en plus de femmes qui n'ont pas d'enfants, et les femmes qui n'ont pas d'enfants ont tendance à en vouloir moins que les autres. On ne voit pas de tout clair entre 2006 et 2022. 2006 est important parce que c'était, si vous vous rappelez de mon introduction, la dernière enquête avant la crise financière de 2008. Donc, il n'y a pas de rupture, mais c'est très clair que les intentions qui sont plus faibles en 2022 qu'avant. En 2017, je l'ai dit ça dès le début, c'était la première fois où la valeur maximum de l'intention de fécondité, le nombre d'enfants qu'on souhaite avoir n'atteignait pas 2 chez les femmes jeunes qui n'ont pas encore eu d'enfants. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important de souligner. Puis là, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, sur la période de 1990 à 2022, la probabilité de ne pas vouloir d'enfants et celle de ne vouloir qu'un augmente, alors que en vouloir 2 ou 3, ça diminue. C'est clair. Hein? Il y a un calendrier des intentions qui n'est pas identique au calendrier de la fécondité, mais qui est conceptuellement relié. Il varie en fonction du niveau de scolarité et de manière plus claire de manière particulièrement claire chez les femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les intentions sont reportées à peu près comme la fécondité elle-même. C'est encore un petit peu plus marqué chez les femmes qui ont un diplôme universitaire. Les résultats de régression dont je n'ai pas parlé, bon, le fait d'accorder de l'importance à ces convictions religieuses augmente la descendance finale souhaitée, donc ça marche toujours, ça. Les femmes qui sont inactives, donc qui se sont retirées du marché du travail, ben, souhaitent avoir plus d'enfants. C'est pas étonnant, là, parce que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, vouloir avoir beaucoup d'enfants, c'est une motivation. Les 4 enfants, c'est une job à temps plein, là, ça ne le cachera pas. La descendance finale souhaitée est plus élevée au Québec que dans le reste du Canada, un peu. C'est particulièrement faible dans l'Atlantique. Bon, le troisième truc, le diplôme postsecondaire KNFS qui semble augmenter le nombre d'enfants souhaités dans la régression dont je vous ai présenté les résultats. En fait, c'est un artifice. C'est une conséquence du fait qu'il y a un décalage vers la droite et les régressions linéaires ont fait de la difficulté avec les décalages vers la droite dans les carrières. Bon, ça se corrige, mais là, il faut que je retourne au site. Le chemin de croix et patati patata. OK. Conclusion. En fait, je ne vais pas rajouter grand-chose à ce que j'ai dit 3 fois déjà. La seule chose qui est véritablement importante, là, c'est en fait le dernier paragraphe. En fait, non, c'est cette diapo-là. Si on revient à la problématique du début, ça n'a pas l'air que les intentions baissent avant que la fécondité baisse. On a plutôt l'impression que la baisse de la fécondité accompagne, la baisse des intentions accompagne la baisse de la fécondité et peut-être même la suit plus qu'elle ne la précède. Ce qui donne à penser, mais là, ça, c'est pas c'est ce que les résultats suggèrent, c'est pas de la preuve, hein, on se comprend, parce que c'est plus compliqué. C'est qu'en fait, il y a un ajustement aujourd'hui des intentions à une on voit que les gens un peu plus âgés, ceci est l'hypothèse d'interprétation, c'est pas l'hypothèse a priori, on voit que les gens des générations qui nous ont un peu précédés ont eu de la difficulté à avoir des enfants, on s'aperçoit que là, on ne sera peut-être pas capable de devenir propriétaire rapidement. Et ça fait déjà quelques décennies qu'être propriétaire est un précurseur important du fait de fonder une famille. Donc, on est probablement là-dedans, et on est probablement de cette manière-là dans un ajustement de nouvelles conditions économiques. Et de là, ça apporte de l'eau au moulin à cette hypothèse de l'incertitude sur les conditions économiques à long terme. Il y a un effet sur la fécondité et ici sur les impacts fécondité.
Donc, dernière affaire, parce que je m'intéresse aussi aux politiques, les politiques de soutien à la famille, l'aide financière, le RQAP, ce genre de choses-là. Euh, on dirait bien que ça s'annonce que ça va être d'excellentes mesures pour soutenir la conciliation, favoriser la conciliation de la famille et du travail, mais c'est pas évident que ça va être des mesures de soutien à la fécondité. Voilà, merci beaucoup de votre attention et de votre